Bonsoir à tous. Merci d'être connectés avec nous ce soir et bienvenue dans ce deuxième numéro des Idées changent le monde. Ce soir, donc, pour la deuxième partie de cette conférence, nous recevons le Dr Marie-Noëlle Clément, qui nous parlera ce soir de la tranche 9-18 ans. Donc, tout comme lundi, pour ceux qui étaient avec nous, vous aurez l'occasion de lui poser des questions auxquelles elle répondra à la fin de sa présentation, mais vous pouvez les poster tout au long de son intervention. Et donc, à la fin de la présentation, M. Pérez les lui adressera. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue, je passe la parole à M. Binan, le proviseur de l'IFS. Merci, bonsoir à toutes et à tous, chers parents. Donc, merci de prendre donc ce moment pour partager donc cette conférence qui a suscité déjà, donc on l'a vu lundi, un grand intérêt chez vous, donc au niveau de notre communauté scolaire et donc des différents responsables donc légaux de nos élèves qui ont cette préoccupation donc liée à l'usage du numérique par les jeunes et à l'impact que cela peut avoir sur leur personnalité, donc sur les apprentissages, notamment pour nous aussi, donc institutions scolaires, c'était véritablement une préoccupation que nous avons et d'où l'importance effectivement de l'intervention du docteur Marie-Noëlle Clément, ici présent, que je tenais à nouveau à remercier donc pour sa disponibilité et aussi donc à féliciter pour la clarté de son discours déjà, comme je l'ai dit, lors de la précédente intervention, et je suis sûr qu'il en sera de même aujourd'hui, même si nous touchons un autre public ce soir, donc les jeunes de 9 à 18 ans. Donc, le docteur Marie-Noëlle Clément, comme vous l'avez lu, est psychiatre et psychothérapeute. Elle est aussi membre d'une association, enfin des associations 3, 6, 9, 12, justement donc liées à la problématique d'apprivoiser donc les écrans dans le cadre aussi de l'éducation de nos jeunes, donc c'est important, et aussi des associations qui ont pour objectif de développer l'empathie par le jeu des 3 figures. Je crois que de la dernière intervention du docteur Clément, elle a pu donc aussi présenter donc ce jeu, ou en tout cas donc ce dispositif d'accompagnement. En tout cas, donc, cette intervention de ce soir aura l'occasion de répondre sans nul doute à un certain nombre de nos questions, à en générer très certainement d'autres, et ça sera l'occasion effectivement ce soir de ne pas hésiter donc à les poser pour avoir donc des réponses qui nous aident bien évidemment pour faire en sorte que cet outil numérique soit utilisé de la manière la plus appropriée et la plus adaptée qui soit chez nos jeunes. Je terminerai aussi par remercier très sincèrement mes collaborateurs, donc les personnes avec qui je travaille à l'IFS et qui ont préparé donc ces interventions de longue date depuis déjà donc quelques mois. Donc, je voudrais citer donc l'un des proviseurs adjoints, donc ici présent, donc Monsieur Bayeul, mais aussi donc les professeurs, Monsieur Pérez, donc ici présent, et puis notre service communication, donc en la personne de Marie-Paul Dondon. Donc, un grand merci pour tout ce travail mené, utile, important pour nous, pour notre communauté éducative et qui permet de faire vivre donc notre dispositif intitulé donc les idées changent le monde. Voilà, bonne soirée à vous toutes et à vous tous et profitez de ce moment important. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais donc, pour certains d'entre vous, peut-être étaient déjà présents lundi pour la tranche d'âge précédente, donc les 0-9 ans. Aujourd'hui, on va plutôt parler des pré-ados et des ados. Néanmoins, pour ceux qui n'étaient pas là lundi, et pour les autres, je m'en excuse par avance, je vais quand même reprendre 2 ou 3 points qui vont nous permettre de poser quelques bases sur lesquelles nous appuyer pour comprendre la suite, puisque dans le cadre de l'association 36912 Apprivoiser les écrans et grandir, nous articulons beaucoup notre discours sur l'éducation aux écrans et l'accompagnement face aux écrans sur la question du développement de l'enfant, c'est-à-dire en fonction des étapes développementales de l'enfant, finalement, quelles sont les formes d'écran qui sont
adaptées et pourquoi, celles qui ne le sont pas et pourquoi, et ceci évidemment varie au fil du développement de l'enfant et voilà, nous obligeant aussi en tant que parents et en tant que professionnels de l'enfance à évoluer aussi au rythme de l'enfant. Donc voilà, je vais reposer quelques points. Alors, je vais déjà commencer à partager mon PowerPoint. Donc là, alors attendez, je ne suis pas du tout en mode présentation. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez bien l'image à l'écran? Ok, parfait. Alors, donc, pour ceux, encore une fois, qui n'étaient pas là lundi, 36912 Apprivoiser les écrans et grandir est une association dont je suis membre fondateur et le fondateur principal, on va dire, c'est un psychiatre français qui s'appelle Serge Tisseron, qui travaille depuis très longtemps sur cette question des écrans et des relations des enfants aux écrans et des effets des écrans sur les enfants. Alors, j'avais donné la dernière fois quelques références bibliographiques voilà, qui sont d'une part le livre 36912 Apprivoiser les écrans et grandir, qui est régulièrement réactualisé. Il y a aussi accessible en ligne sur le site de l'Académie des sciences un avis de l'Académie des sciences sur l'enfant et les écrans, ainsi qu'un appel des 3 académies à une vigilance raisonnée sur les technologies numériques, donc les 3 académies étant l'Académie des sciences, l'Académie de médecine et l'Académie des technologies, donc française. Donc tout ça, c'est accessible en ligne sur le site de l'Académie des sciences. Et puis un petit livre que moi j'apprécie particulièrement, qui a été publié en 2020, qui est un livre de Nicolas Poirel, voilà, qui est chercheur en neurosciences et qui s'intitule « Votre enfant devant les écrans, ne paniquez pas » et qui nous aide effectivement à voir, comment dire, à comprendre un certain nombre de résultats des études scientifiques et à les comprendre de la manière la plus raisonnée qui soit, c'est-à-dire sans les extrapoler, sans leur faire dire ce qu'elles ne peuvent pas dire. Et ça, c'est vraiment une question à laquelle on est très attaché à 36912, à rester le plus possible rigoureux par rapport par rapport aux éléments que nous donnent les études scientifiques sur toute cette question des écrans. Alors, ensuite, excusez-moi, voilà, je suis désolée, je repasse un peu en mode j'enlève un petit peu le mode présentation parce que je voudrais vous montrer 2-3 diapos, mais pas forcément toutes. Voilà, une diapo importante et qui nous aide aussi, qui va nous aider aussi à comprendre les choses pour les pré-ados et les ados, c'est cette idée que l'éducation, ce n'est pas seulement protéger et guider un enfant, mais lui apprendre progressivement à s'auto-protéger, à s'auto-diriger. Ceci pour préparer effectivement ce moment de l'adolescence, qui est un moment où, vous le savez tous, l'enfant n'est plus aussi enclin à avoir les oreilles grandes ouvertes au discours de ses parents et aux mises en garde que ses parents peuvent lui faire. Et même, il a envie de tester un petit peu qu'est-ce que ça fait si on va contre les mises en garde de papa et maman ou si on va contre les règles établies. Donc, l'idée, c'est quand même dans toute l'éducation qui précède ce moment de la préadolescence, de l'adolescence, de pouvoir amener l'enfant à suffisamment d'autonomie, et on dit face aux écrans d'autorégulation, pour lui permettre d'avoir intériorisé un certain nombre de repères qui, même si à un certain moment, il n'est plus aussi sensible au discours de ses parents, ces repères, s'il les a intériorisés, c'est quelque chose qui va faire sa force et qui va lui permettre effectivement de s'auto-protéger, de s'auto-diriger dans le monde des écrans, dans les mondes virtuels, pour ne pas s'y noyer. Alors, ensuite, je voudrais reprendre 2-3 points donc, sur les tranches d'âge précédentes. Donc, on a abordé les bébés lundi en mettant l'accent sur le fait que finalement, dans le cadre de l'éducation en général et dans le cadre de l'éducation aux écrans en particulier, puisque c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, nous préparons finalement dès la crèche, dès l'école maternelle, ce qui va se passer à l'adolescence. Et la prévention des usages excessifs à l'adolescence, ça commence très tôt. Donc ça commence par mettre un cadre à l'enfant suffisamment tôt. Le cadre, il est pour les tout petits, pour les 0-3 ans, d'éviter autant que possible
d'avoir une consommation télévisuelle régulière pour les enfants les plus jeunes. On sait par un certain nombre d'études qu'il y a des corrélations statistiques entre un certain nombre de difficultés et le fait d'avoir beaucoup regardé la télévision quand on était tout petit. Donc, depuis déjà 1999, l'Académie américaine de pédiatrie et toutes les autres académies de pédiatrie lui ont emboîté le pas, met en garde sur le fait que les enfants de moins de 2-3 ans doivent être au maximum protégés de la télévision. Pour les autres outils numériques, qui sont des outils interactifs, comme par exemple les tablettes numériques, le recul qu'on a face à ces outils est évidemment beaucoup moins important que le recul que nous avons par rapport à la télévision, mais à ce jour, nous avons moins de sujets d'inquiétude. En fait, l'interactivité face à l'outil semble, en tout cas, n'est pas associé à des effets délétères aussi importants que ceux des écrans non interactifs, à savoir encore une fois la télévision. Nous avons beaucoup insisté aussi lundi sur le fait d'encourager beaucoup chez les enfants, mais c'est valable aussi chez les adolescents, toutes les pratiques de création d'images, de façon à permettre à l'enfant de changer en quelque sorte de posture face aux écrans, de n'être pas seulement un consommateur passif des contenus qui sont proposés par les autres, mais d'être aussi soi-même un créateur. Alors, ça peut être faire de la photographie, ça peut être faire des vidéos, ça peut être faire du montage vidéo, ça peut être faire du cinéma en image par image à l'aide d'un certain nombre d'applications qui sont disponibles, ça peut être faire de la programmation. Donc, vous savez, dans les programmes, en tout cas en France, dans les programmes scolaires, il y a maintenant l'apprentissage de la... Enfin, il y a en tout cas, il y a des heures qui sont prévues pour apprendre le codage informatique, et ceci dès l'école élémentaire, avec en particulier un logiciel qui est très facile à trouver sur Internet, qui s'appelle Scratch, qui est un logiciel qui est une sorte de pré-langage de programmation informatique et qui permet à l'enfant de s'initier aux rudiments de la programmation informatique. Donc ça, c'est très intéressant d'encourager les enfants dès le plus jeune âge sur ce terrain-là, parce que nous allons de cette manière les aider effectivement à d'abord maîtriser les outils et être effectivement dans une position beaucoup plus active et non pas une position simplement passive face aux écrans. Nous avons insisté beaucoup aussi lundi, et ça, voilà, je vous en reparle parce que pour les pré-ados, pour les ados, c'est quelque chose qui reste important, sur le cadrage du temps d'écran. Alors, je n'ai pas donné de chiffres précis en fonction de l'âge, tout simplement parce qu'aucune étude en fait ne nous permet de déterminer quel temps d'écran serait, alors à part chez les petits-enfants, les 0-3 ans, où on sait qu'effectivement la télévision est à éviter et qu'ensuite la télévision, après l'âge de 3 ans, est à limiter à moins de 2 heures par jour. En tout cas, ce sont les recommandations. Bon, 2 heures par jour de télévision, à mon sens, entre 3 et 6 ans, par exemple, c'est déjà beaucoup et je dirais même beaucoup trop. Mais en tout cas, à part ces recommandations-là qui sont effectivement officielles et dont nous disposons, les études ne nous permettent pas d'affirmer que tel temps d'écran serait possible à tel âge, qu'au-delà de tel temps d'écran, on serait dans quelque chose de nuisible ou de délétère, aussi tout simplement parce qu'on est aujourd'hui beaucoup plus dans quelque chose qui prend en compte les contenus et que finalement, à temps d'écran équivalent, on peut gagner son temps ou le perdre. Donc, ça dépend beaucoup aussi de quel usage les jeunes font des écrans. Et encore une fois, quand on est dans des pratiques d'écran qui sont des pratiques créatives, des pratiques où on est actif face aux écrans, on est dans une position complètement différente que simplement quand on regarde des vidéos sur Internet, par exemple. Mais en tout cas, même si il ne m'a pas été possible de vous donner des repères extrêmement précis en termes de temps d'écran en fonction de l'âge, ce que nous avons dit lundi, c'est qu'il était extrêmement important que ces repères existent.
à l'aune du bon sens et de la culture de chaque famille. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles, finalement, les écrans tiennent très peu de place, des familles dans lesquelles on préfère, je ne sais pas moi, les activités de plein air, on est tout le temps dehors, ou alors on est tout le temps dans les livres, ou alors on fait beaucoup de jeux de société, ou je ne sais. Et puis, il y a des familles dans lesquelles les écrans ont une place plus importante. Voilà, il y a des familles qui sont particulièrement qui aiment beaucoup regarder des films, pour qui cette culture aussi cinématographique peut être importante, des familles qui jouent aux jeux vidéo, y compris les parents. Et voilà, dans la culture de chaque famille, les choses sont différentes. Mais quel que soit le milieu familial et la culture qui prévaut finalement dans ce milieu familial, ce qui va être important, c'est quand même de déterminer des limites sur le temps d'écran en fonction de l'âge de l'enfant, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes chez un enfant de 5 ans, chez un enfant de 10 ans, etc. Les choses, elles sont à chaque fois à renégocier avec l'enfant, mais elles doivent faire l'objet effectivement de quelque chose qui s'est parlé, de quelque chose qui est posé et quelque chose dans lequel l'enfant doit savoir qu'il peut aller jusqu'à cette limite, mais il ne peut pas aller au-delà. Hein. Donc, toujours en fait accompagner un temps, si on autorise un enfant à regarder un dessin animé, ça doit toujours s'accompagner du temps sur lequel on va l'autoriser à regarder un dessin animé. Je suis d'accord pour que tu regardes un dessin animé, je suis d'accord pour que tu joues à un jeu vidéo, mais voilà, jusqu'à 19h. Ensuite, on s'arrête et on passe à autre chose. Et ça, c'est un élément très important chez l'enfant parce que ça lui permet d'acquérir la notion du temps passé devant les écrans. Nous savons tous que le temps passé devant les écrans, eh bien, c'est difficile de se repérer quand on est devant un écran, quelle que soit l'activité qu'on ait, hein, que ce soit travailler, que ce soit regarder ses mails, que ce soit surfer sur Internet, que ce soit regarder des films, des séries, etc. On a tendance à oublier le temps qui passe. Et ça, c'est vraiment important que les enfants aient cette conscience du temps qui passe devant les écrans. Donc, ça ne peut passer que par une éducation dans laquelle l'écran est toujours associé à une durée. Et nous conseillons volontiers à 3, 6, 9, 12 de prévoir plutôt une durée d'écran hebdomadaire dans laquelle, donc dans la semaine, l'enfant va pouvoir répartir son temps d'écran de façon différente en fonction des jours. Il y a des jours, il pleut dehors, on ne peut pas aller faire du foot, et ben c'est sympa de pouvoir jouer ou de pouvoir regarder un dessin animé. Et puis, il y a d'autres jours où d'autres activités vont prendre le pas sur les écrans et c'est très bien ainsi. Un autre point sur lequel on a beaucoup insisté, c'est l'alternance des activités, justement. Hein, le fait de privilégier chez l'enfant à la fois des activités diverses, d'encourager toutes les activités sans écran, donc des activités de jeu, de lecture, de plein air, de socialisation, etc. Donc de veiller à ce qu'il y ait un équilibre dans la vie de l'enfant entre toutes ces activités. Ça, il faut y veiller également au moment de l'adolescence. À l'adolescence, voilà, il commence à y avoir des activités qui prennent le pas sur d'autres. Alors, quelquefois, les adolescents développent une passion pour quelque chose. Donc, ça, c'est formidable, très bien. Bon, quelquefois, tout d'un coup, c'est les copains qui prennent toute la place. Et trop souvent, aujourd'hui, les jeux vidéo se mettent à prendre beaucoup de place, ou bien les réseaux sociaux, etc. Et donc, ça, il faut effectivement veiller à ce que l'adolescent, plus exactement, puisse avoir aussi d'autres investissements. Remarquez par exemple que votre adolescent n'a plus autant envie d'aller jouer au foot ou au tennis ou avec ses copains que par le passé. Faites-lui en la remarque, mais comment ça se fait? Ça fait 2 semaines, je ne t'ai pas vu aller jouer au basket alors que d'habitude tu aimais bien ça. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il faut suivre les choses d'assez près sur ce plan-là. Alors, on va passer du coup un petit peu dans le cœur du sujet qui vous amène aujourd'hui. Je passe donc tout ce que nous avons dit l'autre jour et on va arriver effectivement sur les préados. Donc là, on est, alors je ne sais pas si les choses sont nommées de la même manière chez vous, on est sur la fin de l'école élémentaire, sur le début du collège. Et donc, c'est un âge, donc il y a deux points qui commencent à devenir importants à cet âge-là, c'est la question des jeux vidéo. Alors, en particulier chez les garçons, je ne voudrais pas avoir de
de propos excessivement genrés devant vous, mais néanmoins, ce qui est constaté, c'est qu'effectivement, les jeux vidéo, c'est quand même beaucoup les garçons et que les réseaux sociaux, c'est plus majoritairement les filles. Alors, on parlera des réseaux sociaux ensuite, hein, puisque vous savez, l'âge légal pour aller sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, c'est 13 ans. Donc, effectivement, on déconseille les réseaux sociaux avant l'âge de 12-13 ans. Donc, on va en reparler. Mais en tout cas, c'est vrai que même si les garçons vont aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux un peu envahissant et qui est parfois un peu problématique, c'est surtout chez les filles que ça se joue. En revanche, pour les jeux vidéo, c'est surtout chez les garçons. À la préadolescence, il y a aussi une autre question très prégnante, c'est la question du téléphone mobile. Alors, papa, maman, à quel âge, moi, je vais pouvoir avoir mon téléphone mobile? Ça, c'est une question qui commence à être posée à ce moment-là. On a dit aussi la dernière fois que, comme je vous ai dit, on essaye de s'articuler au maximum sur le développement de l'enfant pour les préconisations que nous faisons. Pour ce qui est d'Internet, à 3, 6, 9, 12, donc alors peut-être je ne l'ai pas dit, je suis désolée, hein, mais pour ceux qui n'étaient pas là lundi, 3, 6, 9, 12, en fait c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, c'est-à-dire des âges un petit peu clés dans le développement de l'enfant. Donc, pour ce qui est d'Internet, on déconseille l'usage d'Internet sans accompagnement avant l'âge de 9-10 ans. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 9-10 ans, il convient d'accompagner son enfant sur Internet, sur la découverte d'Internet, sur voilà, quels sont les avantages, les intérêts d'Internet, mais aussi quels en sont les dangers, comment on fait une recherche sur Internet, comment on critique les sources sur Internet, etc. Et ceci, vraiment, même si on a installé un logiciel de contrôle parental, le logiciel de contrôle parental n'est pas une assurance absolue qu'un enfant ne va jamais être confronté à des contenus inappropriés pour lui. Vous savez que, enfin, pour ceux qui en ont l'expérience en tout cas, que paramétrer un logiciel de contrôle parental, c'est pas toujours simple, dans le sens où c'est un petit peu comme si vous imaginiez un filet de pêche. Si vous mettez un filet de pêche avec des mailles très très serrées, ben, effectivement, rien ne passe, hein. Donc ça, c'est la configuration où on configure le logiciel de contrôle parental de manière extrêmement serrée, mais dans ce cas-là, rien ne passe et l'enfant ne peut quasiment rien faire, hein, y compris des choses qui seraient adaptées pour lui. Alors on se dit, bah, on va desserrer un petit peu les mailles du filet parce que sinon, voilà, il va sans arrêt venir nous chercher pour nous demander pourquoi je ne peux pas faire ci, est-ce que je pourrais faire ça, etc. On desserre un peu les mailles du filet et là, effectivement, du coup, les choses deviennent assez poreuses et il y a la possibilité tout à fait que l'enfant tombe sur des contenus qui ne sont pas appropriés pour lui. Donc le logiciel de contrôle parental, c'est important d'en avoir un, mais ne lui confions pas, en tout cas, l'éducation de notre enfant face à Internet, hein, c'est-à-dire que le logiciel parental n'est vraiment que voilà, qu'un algorithme qui fonctionne de manière plus ou moins fiable. Donc, pour ce qui est d'Internet, on conseille vraiment d'accompagner les enfants beaucoup jusqu'à l'âge de 9-10 ans. À partir de 9-10 ans, il commence à leur être demandé, notamment à l'école, de faire des petites recherches sur Internet, etc. Donc, on commence à leur demander des petits travaux sur Internet. Voilà, donc à partir de là, l'enfant va pouvoir accéder à Internet, peut-être parfois tout seul, mais en bénéficiant de tout l'accompagnement qui aura été le sien précédemment. Pourquoi un enfant de moins de 9-10 ans est-il en danger s'il surfe tout seul sur Internet? Eh bien, pour des raisons qui sont liées à là où il en est de son développement. Là où il en est de son développement, avant l'âge de 9-10 ans, il n'est pas en capacité de faire la distinction entre l'espace intime et l'espace public. Et ça, si on n'est pas capable de ça, on peut se mettre très en danger sur Internet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'avant l'âge de 9-10 ans, l'enfant est en difficulté pour avoir comment dire, une appréhension suffisamment complexe du monde et pour être sensible à la notion de point de vue. C'est-à-dire l'idée que sur une situation donnée, on peut avoir une multitude de points de vue différents et que ces points de vue ne sont pas forcément
l'un vrai et tous les autres faux, mais ils sont potentiellement complémentaires. Il y a peut-être des choses à prendre ici, mais peut-être des choses à prendre là. Il y a des choses à laisser ici, peut-être des choses à laisser là. Et ça, c'est trop complexe pour un enfant de moins de 9-10 ans. Ça correspond en fait à une étape particulière du développement de l'empathie qui s'appelle la capacité à changer de perspective émotionnelle, c'est-à-dire finalement la capacité à se projeter dans des situations qui ne sont pas les nôtres et à imaginer ou à comprendre ce que ces situations peuvent générer. Ça, c'est très complexe pour un enfant de moins de 9-10 ans. Or, sur Internet, on est sans arrêt confronté à ce genre de choses. Donc, encore une fois, accompagnement jusqu'à l'âge de 9-10 ans. À partir du moment où l'enfant va pouvoir aller tout seul sur Internet, bien sûr, il va y avoir la découverte des jeux vidéo en réseau. Donc là, on va revenir un tout petit peu là-dessus. Pour ce qui est du téléphone mobile, la question a été posée lundi, à quel âge est-ce qu'il serait raisonnable qu'un enfant ait un téléphone mobile? Alors, il n'y a pas de réponse absolue là-dessus. Je disais que la question qu'il fallait vraiment se poser, c'est quel usage l'enfant va en avoir. Pourquoi a-t-il éventuellement besoin d'un téléphone mobile? Quelquefois, il y a des réponses extrêmement, comment dire, concrètes qui sont il a besoin d'un téléphone mobile parce qu'il va faire des trajets tout seul et que moi j'ai besoin de pouvoir le joindre. Voilà, alors bon, des générations d'enfants jusqu'ici ont appris à aller au collège tout seuls sans avoir de téléphone mobile dans leur poche et ça s'est bien passé. Donc ça devrait être encore possible, mais il semblerait que pour les parents d'aujourd'hui, ça soit effectivement quelque chose de compliqué que d'admettre cette idée. Et du coup, ce que je disais lundi, c'est qu'on constate que, en tout cas en France, dans une classe de 6e de collège, qui est donc la première classe du collège, à peu près 90% des enfants ont un téléphone mobile. Donc, c'est vraiment, et les parents disent tous, c'est parce qu'il va prendre le métro tout seul, c'est parce que, etc. Donc, ce qu'on se disait également lundi, c'est qu'à partir du moment où l'enfant va posséder un téléphone mobile, ou en amont de lui acheter un téléphone mobile, il va falloir réfléchir à plusieurs éléments. D'abord, quel usage est-ce que tu comptes en avoir? Pourquoi en as-tu besoin? Si c'est pour faire comme les copains, etc., peut-être ça peut se discuter. Est-ce qu'on peut attendre un peu? Est-ce que après, il y a toute la question des groupes WhatsApp qui se mettent en place au sein d'une classe de collège, par exemple. Et si moi, je n'ai pas de téléphone mobile, je suis le seul à ne pas être sur le groupe WhatsApp. Donc, c'est vrai que c'est aussi des complexités dans leur vie sociale. Mais en tout cas, ça vaut le coup de bien en discuter avec eux, d'être assez au clair sur qu'est-ce qu'ils en attendent. À partir de là, ce qui va être important, en tout cas au début, pour les premières années, c'est de prendre des forfaits où l'enfant est le plus limité possible dans le fait de pouvoir aller librement sur Internet. Le problème d'un téléphone mobile, c'est pas tellement de pouvoir communiquer à tout moment avec les autres, de pouvoir appeler, etc. Ça, c'est plutôt les avantages du téléphone mobile. Le problème du téléphone mobile, c'est quand même principalement de se dire que quel que soit le moment ou quel que soit le lieu, l'enfant va pouvoir accéder de façon illimitée à Internet et éventuellement l'utiliser en cours sous la table, même si c'est interdit. Voilà, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver, l'utiliser dans des espaces où ça n'est pas forcément approprié de l'utiliser, où l'attention de l'enfant doit être mobilisée par autre chose. Donc, essayons de choisir des forfaits où l'enfant a la possibilité de téléphoner, d'envoyer des SMS, mais pas d'aller de façon illimitée sur Internet. Peut-être d'y aller seulement quand il est connecté à un Wi-Fi. Dans ce cas-là, ça réserve un petit peu l'usage d'Internet plutôt à un usage domestique finalement. Et donc, c'est pas mal parce que c'est dans la famille et du coup, on peut avoir un œil un petit peu dessus. Et voilà. Alors, à partir du moment où l'enfant commence à aller sur Internet, il y a 3 recommandations qui sont à placarder sur le frigidaire parce que c'est important de les avoir en tête. Attention, tu vas aller sur Internet, souviens-toi et bien à l'idée que tout ce qu'on y met peut tomber dans le domaine public. C'est-à-dire vraiment, attention à ce que tu postes sur Internet parce que ça peut être visible effectivement pour le plus grand nombre. Tout ce qu'on y met va y rester pour toujours. Le droit au remords sur Internet est vraiment réservé à des situations
tout à fait particulière et spécifique, et c'est assez compliqué à faire jouer. Donc, ayons bien à l'idée que tout ce que l'enfant va mettre sur Internet, enfin, il faut qu'il ait bien à l'idée que tout ce qu'il va y mettre, ça va y rester pour toujours, même si ensuite, voilà, l'accès en sera plus difficile, c'est recouvert par d'autres strates, etc. Mais voilà, on peut toujours trouver des éléments. Et enfin, dernière règle, tout ce qu'on y trouve est indécidable, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est faux, qui l'a posté, d'où ça vient. Et donc, ça oblige à éduquer au maximum nos enfants sur le chemin de critiquer l'information, critiquer les sources, interroger les sources de façon systématique. Ça, c'est vraiment très, très important à partir du moment où l'enfant va sur Internet. Une autre question, un autre point est aussi important, c'est l'éducation au droit à l'image. Je ne peux pas utiliser l'image des autres comme je veux, je n'en ai pas le droit, et les autres n'ont pas le droit d'utiliser mon image comme ils le souhaitent, parce que c'est moi qui suis propriétaire de mon image. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que je ne compte pas les drames que nous observons, nous, les pédopsychiatres, psychologues, psychothérapeutes d'enfants ou d'adolescents. Nous avons beaucoup dans nos consultations de jeunes qui se retrouvent dans des situations compliquées pour avoir effectivement donné des photos d'eux-mêmes à quelqu'un d'autre qui en a fait un usage malveillant, qui les a diffusées alors que ça n'était pas ce qui était souhaité. Donc cette question de l'éducation au droit à l'image, elle est vraiment très importante. C'est inscrit dans la loi, il faut que les jeunes en aient conscience. On ne peut pas utiliser l'image d'autrui n'importe comment et on est propriétaire de sa propre image, on ne peut pas laisser les autres utiliser notre image comme ils le souhaitent. Ça, je reviens un petit peu en arrière, ça commence très tôt dans l'éducation d'un enfant. Ça commence quand on est... Alors, vous savez, les enfants d'aujourd'hui, ils sont beaucoup photographiés. Hein. On a toujours, les parents, on a toujours un smartphone sous le coude. Et voilà, c'est très facile de prendre des photos en permanence. Les petits-enfants, les jeunes enfants, les enfants quand ils grandissent, sont beaucoup photographiés par leur famille. C'est important de prendre la précaution de demander à un enfant s'il est d'accord pour être photographié quand on sort un appareil photo, un smartphone ou quelque outil que ce soit. Ça paraît un peu, ça vous paraît peut-être un peu excessif ce que je dis, hein, mais j'ai plusieurs fois observé ce type de scène où un enfant est dans une posture où il n'est pas à l'aise, il est en colère de quelque chose, sur la plage, il est tombé dans le sable, il est tout couvert de sable, il se met à pleurer, et les parents trouvent cette image drôle, émouvante. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui fait qu'ils ont envie à ce moment-là de prendre une photo de leur enfant et l'enfant, ça le rend fou que ses parents le photographient dans ce moment-là, qui est un moment où ils se sont humiliés et où il n'a pas envie d'être photographié. Donc ça, c'est des scènes qu'on observe assez souvent et je pense que nous inculquerons d'autant mieux à nos enfants la conscience du droit à l'image que nous respecterons leur droit de ne pas vouloir être photographié à certains moments. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu sur la question des jeux vidéo en réseau, hein, puisque je vous ai dit, à partir du moment où l'enfant va commencer à aller sur Internet, peut-être il a commencé à jouer aux jeux vidéo précédemment, mais à ce moment-là, il ne jouait pas forcément en réseau, et puis à ce moment-là, il va découvrir l'univers des jeux vidéo en réseau. Alors, là aussi, je m'excuse pour ceux qui étaient déjà là lundi. Je vais reprendre juste un petit point qui me paraît important. Beaucoup d'entre nous ont dans l'idée que les jeux vidéo, voilà, ça a surtout des inconvénients et pas beaucoup d'avantages. Alors, on va nuancer un petit peu les choses. En se disant que ça a surtout des inconvénients quand l'usage en est excessif ou quand l'usage en est inapproprié. Et on va revenir sur cette question des usages excessifs ou des usages inappropriés des jeux vidéo. Mais quand les jeux vidéo sont utilisés de façon raisonnée et raisonnable,
eh bien, ça n'est pas du tout catastrophique. Il y a de très bons jeux vidéo et il y a eu des études en psychologie cognitive qui ont montré que les jeux vidéo pouvaient développer un certain nombre de capacités. Les écrans de manière générale, les jeux vidéo en particulier, développent beaucoup l'intelligence visuospatiale, qui est une des formes d'intelligence qui composent notre intelligence globale. Donc voilà, avoir une vision spatialisée, pouvoir se repérer dans l'espace, c'est quelque chose qui peut être aidé par les jeux vidéo, qui peut être développé par les jeux vidéo. Les jeux vidéo développent également la capacité d'analyse rapide à travers justement le sens visuel. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez un grand nombre d'informations qui arrivent sur l'écran en même temps. Il va falloir analyser, discriminer, et ceci assez rapidement pour pouvoir être performant dans le jeu vidéo. Et donc ça, ce sont des capacités qui sont effectivement développées par les jeux vidéo. Mais ça développe aussi, et ça vient battre en brèche un petit peu l'image d'Épinal du joueur de jeux vidéo qui serait comme ça enfermé dans sa chambre tout seul devant son ordinateur. Les joueurs de jeux vidéo, ils ne sont jamais seuls devant leur ordinateur. Alors soit ils jouent en réseau, et effectivement, ils sont connectés à plein d'autres personnes en même temps, et ils apprennent ce que c'est que s'organiser en équipe, parce que quand on joue en réseau à un jeu vidéo, on va former des équipes, et on va former des équipes avec, si possible, des compétences complémentaires, et de telle manière à s'organiser intelligemment pour progresser dans le jeu. Donc, il va falloir être capable de se dire, voilà, moi, ce que je sais faire, c'est ça, mais ça, je ne sais pas le faire. Par contre, toi, apparemment, tu sais bien faire ça. Donc, à nous deux, on va peut-être arriver à faire une équipe qui gagne. Donc ça, c'est vraiment des compétences qui peuvent aussi être utilisées dans tout autre domaine de la vie courante. Des enquêtes qui ont été faites auprès des adolescents joueurs de jeux vidéo montrent que ce que les adolescents recherchent en premier lieu dans un jeu vidéo, ce n'est pas l'excitation procurée par le jeu, ça c'est ce qu'on pourrait penser en tant que parent, mais ce qu'ils recherchent en premier lieu, c'est le contact social, c'est-à-dire être avec d'autres. Mais même en amont du jeu en réseau, quand l'enfant est plus jeune, qui commence à jouer à des jeux vidéo et qu'il est tout seul devant son jeu vidéo, en réalité, il n'est pas tout seul parce qu'il est dans sa tête avec tous ses copains qui jouent au même jeu vidéo que lui et qui va retrouver demain matin dans la cour de récréation et à qui il va pouvoir demander comment on fait pour entrer dans cette grotte parce que moi, je n'ai pas réussi, je n'ai pas trouvé comment trouver le chemin d'accès, est-ce que tu peux m'indiquer ah bon, tu as fait comme ça, je vais essayer, etc. C'est-à-dire que ce qui se passe finalement, ce qui est en quelque sorte optimisé par le jeu en réseau, ça se prépare même déjà avant que l'enfant ne joue en réseau, puisqu'il constitue finalement une espèce d'équipe avec les copains qui jouent au même jeu que lui, et avec lesquels il s'entretient régulièrement de la manière de jouer le mieux possible à ce jeu-là. Donc finalement, il y a un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait intéressants et qui peuvent tout à fait être utiles dans d'autres domaines de la vie courante, voire plus tard dans certains domaines professionnels. Tout ça à condition que le jeu reste dans des limites raisonnées, raisonnables. Et là, on en revient toujours à la question de la position nécessaire des parents sur le cadrage du temps d'écran. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, discussion avec vos enfants pour savoir, voilà, tu aimes jouer aux jeux vidéo. Alors d'abord, intéressez-vous à quels sont les jeux vidéo qu'ils jouent. Qu'est-ce qui se passe dans ces jeux vidéo? Vous verrez que c'est un univers qui est très intéressant. Il y a des jeux plus intéressants que d'autres, mais en tout cas, ça vaut la peine d'être découvert. Ça leur fait plaisir de pouvoir vous apprendre des choses, de pouvoir vous montrer des choses. Et évidemment, votre rôle de parent, c'est de cadrer ça dans une enveloppe de temps. C'est-à-dire, OK, tu aimes beaucoup jouer à ce jeu vidéo, mais là, tu vois, ce n'est pas possible de jouer tous les soirs alors que tu as des devoirs, etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait convenir? Est-ce que peut-être les jours où tu n'as pas école? Est-ce que, voilà. Et
de cette manière, vous arrivez un petit peu à fixer quelque chose qui soit acceptable pour l'enfant et qui permette de préserver les autres secteurs de sa vie, bien sûr. On l'a dit aussi la dernière fois par rapport à la question du contenu violent de certains jeux vidéo. Je vous invite vraiment à respecter les normes d'âge qui sont indiquées sur les jeux vidéo. Donc, en Europe, on a la norme PEGI, qui est une norme qui est très bien faite, hein, dans le sens où elle est plutôt assez sévère, et que si vous suivez voilà, ces recommandations d'âge, en fait, les enfants ne sont pas en risque de se trouver devant des contenus inappropriés pour leur âge, à moins qu'évidemment ils ne les découvrent chez des copains ou auprès d'un grand frère, ou etc. Bon, ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, sachez que cette norme est plutôt bien faite. Pardon, je suis désolée. Voilà, je vais vous parler un tout petit peu de l'addiction ensuite aux jeux vidéo, en tout cas de ce terme qu'on utilise de manière pas très rigoureuse. Nous, à 36912, et voilà, beaucoup d'autres personnes aussi, pas seulement nous, on préfère parler de usage problématique des jeux vidéo plutôt que d'addiction aux jeux vidéo, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Voilà, donc si on se résume pour les pré-ados là, dont nous venons de parler, expliquons bien les 3 règles d'Internet que nous avons commentées tout à l'heure. Parlons beaucoup ensemble de ce que l'enfant fait, de ce qu'il voit sur les écrans, établissons des règles claires sur le temps d'écran. Gardons à cet âge-là les écrans dans les pièces communes. Il n'est pas souhaitable avant l'âge de 15 ans à peu près qu'un enfant ait son propre ordinateur dans sa chambre. Il vaut mieux que ce soit ordinateur, télévision, tout ça dans les pièces communes. Hein, ça permet d'échanger, ça permet de négocier. Tu vois, là, pour toi, le temps d'écran, c'est fini parce que maintenant, c'est moi qui ai besoin de l'ordinateur pour travailler dessus, etc. Donc, ça ouvre des espaces de discussion sur les contenus, des espaces de négociation. Et ça, c'est très important. Et puis, le téléphone mobile. Donc, parlons avec l'enfant de à quel âge il pourra éventuellement avoir un téléphone mobile. Interrogeons-le sur qu'est-ce qu'il en attend, fixons des règles d'usage, et ces règles d'usage, elles doivent s'appliquer à tous les membres de la famille. Si on demande à un enfant de laisser son téléphone de côté quand on passe à table, ce qui est tout à fait légitime, ça veut dire que nous aussi, les adultes, nous laissons notre téléphone de côté quand on passe à table et nous ne répondons pas à un SMS ou à un appel téléphonique à table. Si on préconise que le soir, personne n'emporte son outil numérique dans sa chambre, eh bien, c'est de préférence personne, parce que l'enfant petit, mais même encore plus tard, il apprend quand même beaucoup par imitation, et voilà, l'exemple vaut bien mieux que le discours, donc voilà, ça nous oblige en tant que parents à donner cet exemple. Alors, on va passer. Donc ça, c'est voilà, ce petit schéma que j'ai beaucoup montré lundi, qu'on appelle le schéma de l'alternance, hein, c'est-à-dire l'idée de toujours favoriser une alternance entre les différentes activités de l'enfant et d'encourager bien sûr toutes les activités sans écran. Alors, on va passer à la tranche d'âge des adolescents, donc les plus de 12 ans. Et évidemment, on va commencer à parler un petit peu des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est un espace d'expérimentation sociale. On pourrait en souhaiter de différents, de meilleurs ou en tout cas de différents pour nos enfants. Il n'empêche que c'est un peu incontournable aujourd'hui et que ça n'a pas même si en tant que parent, on a toujours le désir de protéger ses enfants et qu'on a comme ça l'idée que sur les réseaux sociaux, ça va vraiment être compliqué de les protéger, c'est néanmoins une position qui, à mon avis, n'est pas tenable dans le monde d'aujourd'hui, de ne pas autoriser ses enfants à partir d'un certain âge, hein, c'est-à-dire préférentiellement à partir de 13 ans et pas avant, voilà, leur interdire à ce moment-là, à partir de 13 ans, d'aller sur les réseaux sociaux, c'est une position qui, je pense, est très difficile à tenir. Mais en tout cas, nous avons à avoir des conversations avec eux sur qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur comment ils le vivent, sur comment ils arrivent
à s'en protéger, sur les aider à s'en protéger, etc. De la même manière qu'il existe un usage problématique des jeux vidéo, et on va revenir un petit peu dessus, il existe aussi un usage problématique des réseaux sociaux. L'usage problématique des jeux vidéo, je vous ai dit, on préfère ce terme au terme d'addiction, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. L'usage problématique des jeux vidéo, c'est quand un adolescent, puisque comme je vous l'ai dit, c'est plus souvent des garçons pour les jeux vidéo, c'est un adolescent qui se met tout d'un coup à jouer beaucoup, de façon très excessive, au point que ça prenne le pas sur tous les autres domaines de sa vie. Il n'a plus envie de voir ses copains, il n'a plus envie de faire les activités qu'il aimait auparavant. Il a envie principalement d'être sur son jeu vidéo, dans sa chambre, éventuellement en réseau, et il peut jouer, y compris la nuit, si les parents ne sont pas là pour voilà, débrancher le Wi-Fi, pour faire attention à ça. Il peut jouer des nuits entières. Il peut à ce moment-là y avoir un échec scolaire, enfin une diminution des résultats scolaires, une situation d'échec scolaire, voire un absentéisme scolaire. L'usage problématique des jeux vidéo est toujours lié à une difficulté, un problème, une pathologie sous-jacente. C'est-à-dire que ce n'est pas le jeu vidéo en lui-même qui crée l'usage problématique, mais c'est un adolescent à un moment donné, parce qu'il est en difficulté dans sa vie, qui va commencer à faire un usage problématique des jeux vidéo. Pour l'usage problématique des réseaux sociaux, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est plus souvent des filles. Et c'est des problématiques un peu différentes. C'est souvent un usage qui est lié à une faible estime de soi. Et c'est typiquement une adolescente qui va aller rechercher sur les réseaux sociaux des gratifications qu'elle ne trouve pas dans sa vie courante, dans sa vie entre guillemets réelle, on va dire, dans ses relations au collège, au lycée, etc. Et à ce moment-là, évidemment, chercher des gratifications sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, hein, c'est-à-dire que des gratifications sur les réseaux sociaux, il y en a peu. Il y a beaucoup, en revanche, de discours qui peuvent être voilà, un peu hostiles, un peu violents, etc. Et si on n'a pas la carapace suffisante, et ben, effectivement, ça peut entraîner quelque chose comme une réaction anxio-dépressive, voire voilà, quelquefois plus. Hein, vous avez tous entendu parler des situations de harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà, si vous voulez, l'usage problématique des jeux vidéo, qui est plutôt le fait des garçons, va avoir son pendant du côté des réseaux sociaux par un usage problématique des jeux vidéo plutôt du côté des filles. Alors, je vais venir un tout petit peu sur la question de l'addiction aux jeux vidéo. Je vais passer assez vite parce que c'est quand même un truc un peu technique, mais je voudrais vous donner le terme d'addiction, addiction aux jeux vidéo, il est utilisé partout. Dans les médias, voilà, comme un espèce d'épouvantail, comme ça. C'est vrai que quand on parle d'addiction, tout de suite, on a l'idée comme ça de quelque chose comme un phénomène contre lequel on ne pourrait pas lutter finalement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'addiction aux jeux vidéo? Alors déjà, il y a deux types d'addictions. Il y a ce qu'on appelle les addictions aux substances. Hein, donc ça, c'est les drogues, hein, c'est-à-dire voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, cocaïne, héroïne, voilà, cannabis, etc. Donc, il y a des formes d'addiction à des substances, l'alcool, le tabac. Donc, ça, c'est des formes d'addiction à des substances. Et puis, il y a ce qu'on appelle les addictions sans substance, c'est-à-dire les addictions comportementales. C'est-à-dire que c'est un comportement que le jeune, par exemple, ou même l'adulte, va avoir tendance à répéter, même en ayant conscience des conséquences nuisibles de ce comportement, mais il ne peut s'empêcher de le répéter. Et le fait de répéter ce comportement entraîne une forme, ce qu'on appelle une forme de soulagement finalement. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si ça lui apportait un apaisement, mais cet apaisement est de courte durée parce qu'il faudrait toujours recommencer ce comportement. Alors, les addictions sans substance qui étaient reconnues jusque-là, c'était principalement l'addiction aux jeux de hasard et d'argent.
Donc ça, c'est aussi des choses que vous avez tous entendues, hein. Voilà, ces gens qui vont dans les casinos jouer l'argent qu'ils n'ont plus, et même s'ils savent qu'ils se mettent dans une situation très compliquée, ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire, hein. Donc ça, c'était la principale addiction sans substance, addiction comportementale qui était reconnue jusque-là. Et puis, on a voulu s'attaquer, enfin, si je puis dire, en tout cas, s'intéresser à la question des jeux vidéo. Est-ce qu'il existe une addiction aux jeux vidéo? Alors, il y a pas mal d'arguments qui vont contre l'idée d'une addiction aux jeux vidéo. Ces arguments, hop, je vais quand même essayer d'aller assez vite, mais vous donner quelques éléments. C'est notamment, voilà, je cite un chercheur là, qui s'appelle Mark Griffiths, qui est vraiment spécialiste des comportements addictifs. Et donc, un des arguments principaux, c'est qu'en fait, dans la maturation du système cérébral d'un jeune, il n'y a pas de contrôle des impulsions qui peut être acquis avant l'âge de 25 ans. C'est ce qui fait que les adolescents sont finalement assez impulsifs, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité physiologique de contrôler leurs impulsions. Ils ont envie de faire quelque chose, vous avez beau leur dire que ce n'est pas approprié, que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas l'heure, que c'est dangereux, que c'est ci, que c'est ça, eh ben, ils vont quand même, la plupart du temps, vouloir le faire quand même, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux, en fait, finalement, de contrôler leurs impulsions parce que la maturation du système cérébral ne permet de le faire véritablement qu'à partir de l'âge de 25 ans. Donc, l'addiction étant une dérégulation du contrôle des impulsions, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir contrôler ses impulsions, ça suppose quand même qu'on ait acquis le contrôle des impulsions. Si on n'a pas acquis le contrôle des impulsions, bah, évidemment, il ne peut pas être dérégulé, puisque de toute façon, il n'était pas régulé déjà, hein. Donc, ça, c'est un point important. Par ailleurs, vous n'avez pas de syndrome de sevrage dans une addiction aux jeux vidéo. Un joueur excessif de jeux vidéo, si vous dites, écoute, on va partir en vacances sur une île déserte et là, il n'y aura pas de jeux vidéo, il n'y aura pas d'Internet, il n'y aura pas de Wi-Fi, ben, pendant 2 jours, il va râler comme un pou et puis finalement, il va trouver qu'il y a la plage, il y a potentiellement des copains, etc. Il va faire autre chose. Quand on va revenir à la maison, à Paris ou ailleurs, eh ben, oui, il va retrouver sa chambre, son ordinateur, ses jeux vidéo, etc. Mais voilà, on peut supprimer le jeu vidéo dans la vie d'un jeune. Il ne va rien se passer, en tout cas de dramatique, hein, au sens de sevrage ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de rechute, c'est-à-dire que la plupart des joueurs de jeux vidéo excessifs à l'adolescence vont devenir des adultes qui sont des joueurs de jeux vidéo ordinaires, raisonnables, voire ils vont totalement arrêter de jouer aux jeux vidéo. C'est ce qui se passe, c'est en général l'évolution classique du jeu excessif à l'adolescence, hein. C'est qu'à l'âge adulte, c'est quelque chose qui se régule. Ça n'arrive absolument pas dans d'autres types d'addictions. L'addiction, les addictions aux substances, évidemment pas, hein. C'est-à-dire que l'addiction aux substances, elle va croissant avec l'âge, en passant de l'adolescence à l'âge adulte. Et même pour les autres addictions sans substance, type addiction aux jeux de hasard et d'argent, c'est aussi quelque chose qui va plutôt en augmentant avec le temps. Donc, vous voyez que la configuration pour les jeux vidéo, elle est un petit peu différente. C'est pour ça que, notamment, alors il y a aussi des arguments biologiques, hein, contre la reconnaissance d'une addiction aux jeux vidéo. Je vous fais grâce de ça parce que c'est des choses qui sont plus techniques. Mais donc, c'est pour ça que finalement, on rechigne quand même un peu à ce terme d'addiction aux jeux vidéo. Alors, je vais aller un petit peu vite là-dessus. Pour vous dire quand même que qu'on parle d'addiction aux jeux vidéo ou qu'on ne parle pas d'addiction aux jeux vidéo, ça ne change rien au fait qu'il existe des formes de jeux pathologiques. Et ces formes de jeux pathologiques, elles sont d'autant plus présentes que, j'en parlais l'autre jour aussi, je crois, dans les questions qui ont été posées, il y a maintenant dans certains jeux vidéo, finalement, une sorte de mélange entre jeux vidéo et jeux de hasard et d'argent avec le système des loot box. Donc, le système des loot box, c'est des sortes de coffrets surprises que vous achetez dans un jeu vidéo et qui sont censés contenir des éléments qui vont vous permettre de progresser plus ou moins dans le jeu vidéo.
Donc, vous pouvez en acheter voilà, à plusieurs prix, vous pouvez en acheter en plusieurs quantités. Et quand vous ouvrez votre coffret surprise, vous allez avoir la surprise de savoir si, je ne sais pas moi, l'arme que vous attendiez ou le code secret que vous attendiez, etc., est effectivement dans le coffret surprise ou s'il n'y est pas. Et s'il n'y est pas, vous allez évidemment être tenté d'acheter d'autres coffrets surprises pour trouver l'élément que vous attendez qui vous permettra d'aller plus loin dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment un élément qui vient un petit peu brouiller les pistes entre jeux vidéo et jeux de hasard et d'argent. Alors, tous les jeux vidéo n'utilisent pas du tout les lootbox. La plupart des jeux vidéo qui utilisent les lootbox, c'est ce qu'on appelle les jeux free-to-play, c'est-à-dire que c'est des jeux vidéo qui sont gratuits à la base et qui vous proposent, dans le cours du jeu, d'acheter un certain nombre de choses pour progresser dans le jeu. En revanche, les jeux vidéo que vous achetez, qui ont un coût d'achat de base, le plus souvent n'utilisent pas ce système des lootbox. Donc voilà, il faut plutôt faut être très attentif à ce qu'on appelle les jeux free-to-play, qui peuvent intéresser les ados. Donc le jeu vidéo excessif, en tout cas qu'on parle d'addiction ou qu'on ne parle pas d'addiction, c'est de toute façon un problème de santé publique. Et donc, il faut évidemment s'y intéresser. Ça va amener des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, des troubles dans la scolarité, des formes de retrait social. C'est faire la différence entre jeu excessif pathologique et jeu excessif non pathologique. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux ? Eh bien, c'est peut-être faire la différence entre la notion de plaisir à jouer et la notion de refuge. Jusqu'à quel moment j'ai du plaisir à jouer, je partage ça avec les autres, on a une passion pour ce jeu vidéo, on est content d'en parler ensemble, voilà, il y a quelque chose qui se partage, et à partir de quel moment c'est quelque chose qui devient mon refuge, c'est un truc dans lequel je suis un peu enfermée au détriment de toute autre forme d'activité, et finalement je viens fuir autre chose quand je viens me réfugier dans ce jeu vidéo. Donc, c'est vraiment peut-être cette différence entre refuge et plaisir. Le jeu excessif, non pathologique, c'est quelque chose qui vient finalement enrichir la vie, qui vient créer des relations. Et le jeu excessif pathologique, c'est quelque chose qui va venir appauvrir la vie. Ce n'est pas la notion de plaisir, mais c'est vraiment je fuis quelque chose qui est de l'ordre d'un déplaisir. Alors, qu'est-ce que je vais fuir ou qu'est-ce que l'adolescent va fuir ? Pas mal de choses possibles. Ça peut être une réalité extérieure pénible, ça peut être le fait d'avoir une maladie, le fait d'être dans une situation de souffrance psychique, d'être dans une famille où il se passe des choses difficiles, ça peut être d'être en difficulté scolaire, ça peut être d'être harcelé sur le lieu de l'école. Voilà, il y a toutes sortes de réalités extérieures qu'on peut avoir envie de fuir. Il y a aussi des situations dans lesquelles il y a un trouble psychique débutant, une pathologie qui va être de l'ordre de la dépression, de l'ordre de la phobie scolaire, de l'ordre de la psychose. Et ça, effectivement, ça peut être une modalité d'entrée dans une pathologie que de s'enfermer dans les jeux vidéo. Mais le plus souvent, ce que les adolescents vont fuir, c'est les angoisses liées à l'adolescence. Vous savez tous, tout le monde est passé par là. Le moment de l'adolescence, c'est un moment effectivement extrêmement difficile à vivre. Il y a beaucoup de changements et il faut pouvoir métaboliser ces changements. C'est pas simple pour tout le monde. Et effectivement, le jeu vidéo peut être un refuge quand on est trop angoissé face à ce processus adolescent. Alors, les adolescents d'aujourd'hui, face aux écrans, ils doivent apprendre à gérer, nous, ce qu'on a appelé à 36912, 4 jungles en développant au maximum leur esprit critique. Alors, quelles sont ces jungles ? Eh bien, la jungle on va y revenir, je vais détailler un tout petit peu, la jungle des modèles économiques, la jungle des réseaux sociaux, la jungle de la pornographie et des modèles sexuels contraignants, et enfin la jungle de l'information. Alors, on va les détailler une par une. La jungle des modèles économiques, c'est quels sont les modèles économiques qui régissent Internet.
C'est très important de les expliquer voilà, dès la préadolescence. Vous connaissez l'adage, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et effectivement, Internet se nourrit principalement du prélèvement de nos données personnelles. Donc, apprendre le plus tôt possible à nos enfants à protéger leurs données personnelles sur Internet, c'est extrêmement important. Leur apprendre à laisser le moins de traces possible. Ça n'est pas facile. Hein. Tout est fait pour que vous laissiez des traces sur Internet. Mais c'est extrêmement important. Voilà, on ne sait pas aussi ce que l'avenir nous réserve dans chacun des pays dans lesquels nous vivons les uns les autres. Voilà, le prélèvement des données personnelles sur Internet, il y a des usages effectivement commerciaux, économiques qui en sont faits. Il peut y avoir aussi d'autres usages dans des sociétés dictatoriales ou totalitaires. Donc, c'est vraiment très important cette question de protéger ses données personnelles, sa vie privée sur Internet. Alors, la jungle des réseaux sociaux, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les usages problématiques, donc attendre effectivement des gratifications qui n'arrivent pas en général sur les réseaux sociaux. C'est aussi la question de l'économie de l'attention. Quand les ados sont sur un ou plusieurs réseaux sociaux, eh bien, en général, ils activent leurs notifications, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et donc, ils ont en permanence des notifications qui s'affichent sur leur téléphone mobile parce que quelqu'un a posté un truc, etc. Et c'est vraiment, c'est non-stop, c'est continu. Il y a une expérience assez jolie qui a été faite en mettant 3 groupes d'adolescents dans 3 salles de classe différentes. Des adolescents de même niveau, de même âge, des groupes homogènes sur le plan des compétences scolaires. Dans la première classe, ils avaient leur téléphone mobile allumé avec eux. Dans la deuxième classe, ils avaient leur téléphone mobile éteint à côté d'eux. Et dans la troisième classe, le téléphone mobile était resté à l'extérieur. On leur a donné le même travail scolaire à faire, eh bien, les performances étaient les meilleures dans la classe où le téléphone mobile était resté à l'extérieur de la salle. Elles étaient un peu moins bonnes dans la classe où le téléphone mobile était à côté d'eux, éteint, et elles étaient carrément chutées dans les classes où le téléphone mobile était à côté d'eux, allumé. Donc, ça veut dire qu'un des messages vraiment à faire passer à nos ados, c'est quand on travaille, on n'a pas son téléphone mobile allumé à côté de soi, et si possible, on ne l'a pas du tout à côté de soi, parce qu'effectivement, l'attention est en permanence attirée par les notifications qui s'affichent, et c'est juste vraiment difficile de se concentrer. Donc, il est très important également de parler avec nos adolescents de ce qui se passe et ce qu'ils vivent sur les réseaux sociaux. Vous avez tous entendu parler du flaming. Le flaming, c'est le fait de poster des messages délibérément hostiles. Donc ça, c'est quelque chose qui explose littéralement sur les réseaux sociaux parce que on ne s'adresse pas les uns aux autres de la même manière quand on se voit dans la vie ou quand on est derrière un écran. Et quelquefois derrière un écran et derrière un pseudo. Donc là, c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment l'ouverture à tout et à n'importe quoi. Donc c'est important de parler avec eux de ça, d'essayer de voir dans quelle mesure ils se protègent, ils sont en mesure de se protéger de ça, d'y accorder le moins d'importance possible, etc. Sachant que c'est beaucoup plus difficile pour des ados que pour des adultes, et même quelquefois pour les adultes, c'est compliqué. On entend parfois des personnalités publiques qui disent moi, j'annonce publiquement que je ferme mes comptes de réseaux sociaux parce que ça n'est plus possible en fait. Je ne peux plus supporter de recevoir des messages hostiles, etc. Donc, très important aussi de parler de la question du harcèlement, du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement a ceci de particulier par rapport au harcèlement, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Les mécanismes, c'est à peu près les mêmes, mais le harcèlement scolaire, on va dire classique, entre guillemets, celui d'avant les réseaux sociaux, eh bien, le soir, quand on rentrait à la maison, on était protégé. Quand on partait en vacances, on n'en entendait plus parler, etc. Là, c'est tout le temps.
c'est le soir, c'est la nuit, c'est pendant les vacances, etc. Ça ne s'arrête pas. Donc, c'est effectivement beaucoup plus envahissant et du coup, ça fait des ravages probablement plus importants. La seule manière de s'en protéger, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé, malgré l'avènement des écrans, des réseaux sociaux, du numérique, etc. La seule manière de s'en protéger, c'est d'en parler. Et à ce moment-là, eh ben, on peut agir. On peut agir en sollicitant l'établissement scolaire, en déposant plainte, etc. Tout ça est possible, mais il faut rompre le silence. Ça a toujours été la question du harcèlement, c'est que tant que le silence autour de ces pratiques n'est pas rompu par le jeune, par l'enfant qui en est victime, eh ben, effectivement, il ne se passe rien de nouveau. C'est-à-dire que les harceleurs ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Il faut qu'ils soient arrêtés par quelque chose d'extérieur, voilà, quelque chose de l'ordre de la limite, de la loi, de la règle, etc. Donc voilà, c'est important d'avoir une conversation ouverte avec nos ados sur ces questions. La question de la pornographie et des modèles sexuels contraignants, là aussi, ayons une conversation franche. C'est pas toujours facile pour les parents. Ça peut être d'autres adultes, quelquefois d'autres adultes de référence, si c'est pas simple pour les parents, mais d'avoir une conversation sur qu'est-ce qu'on peut trouver sur Internet. Ben voilà, sur Internet, on cherche, on trouve ce qu'on cherche et parfois on trouve ce qu'on n'a pas cherché. Des statistiques disent que 80% des enfants de moins de 10 ans ont déjà vu des images pornographiques sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vu un film pornographique, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils sont tombés à un moment ou à un autre sur des contenus inappropriés, et ce, malgré des logiciels de contrôle parental. Donc, là encore, les solutions, entre guillemets, elles sont extrêmement classiques. Ce sont des solutions de l'ancien monde. C'est parler avec les ados de qu'est-ce que c'est que ces images sur lesquelles on tombe, pourquoi la sexualité, l'amour, la relation amoureuse dans la vie réelle, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les images pornographiques, parce que avoir accès à des images pornographiques pour un enfant prépubère, c'est extrêmement déstructurant parce que ça vient faire effraction dans son psychisme, ça vient lui donner ça vient imposer des représentations là où il n'a pas encore ses propres représentations. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très déstructurant. Et le problème, c'est que très souvent, ils n'en parlent pas parce qu'ils ont honte d'en parler ou parce qu'ils ont peur de se faire gronder, parce qu'ils ont bien conscience qu'ils sont tombés sur quelque chose qui n'était pas pour eux. Et donc, ils se disent dans leur inconscient d'enfant que probablement, s'ils sont tombés dessus, c'est qu'ils ont fait quelque chose pour le chercher et qu'ils vont se faire gronder par rapport à ça. Donc, c'est important de dire aux enfants quand ils commencent à aller sur Internet, tu sais, sur Internet, on trouve des choses très intéressantes, mais des fois, on trouve aussi des choses qui font du mal, des images qui font du mal. Et si tu tombes sur des images qui te font du mal, eh bien, il faut que tu en parles avec quelqu'un. Il faut que tu viennes en parler avec moi, il faut que tu en parles avec ton oncle, ta tante, quelqu'un avec qui tu as envie d'en parler, mais en tout cas, ne reste pas tout seul avec ces images. Pour un enfant, pour un jeune, au-delà de la puberté, la question des images pornographiques est un peu différente. C'est le risque, effectivement, de prendre les images pornographiques comme modèle pour entrer dans sa propre vie amoureuse et sexuelle. Et bon, là, effectivement, c'est du coup la porte ouverte à beaucoup de déceptions et de tourments parce que la vie réelle n'a rien à voir avec un film pornographique. Enfin, la dernière jungle, c'est la jungle de l'information, celle des fake news, celle des théories du complot. Et là, vraiment, on est depuis, je dirais, 2, 3, 4 ans, vraiment en plein dedans. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut agir, à la fois en tant que parent, à la fois au niveau des établissements scolaires, dans le cadre de l'enseignement, etc. Apprendre aux jeunes à décrypter l'info, à critiquer l'information, à chercher les sources, à savoir d'où vient l'information, qui l'a postée, et comment je dois la prendre en compte ou pas. Donc il y a beaucoup, en France, beaucoup d'associations de journalistes se sont montées pour intervenir dans les établissements scolaires, pour aller sensibiliser les jeunes à tout ça. Et ça, c'est vraiment, il faut un travail formidable et très important.
Essayons aussi les ados sont beaucoup sur leur smartphone, sur les sites d'infos en continu. Il y a une grosse toxicité de cette information en continu parce que ce sont des sites sur lesquels l'information est rarement contextualisée. C'est une information qui est donnée à chaud, sans recul. Et on a à regarder ces images qui tournent en boucle, un espèce de sentiment d'impuissance qui peut quelquefois confiner à un sentiment dépressif. Donc, encourageons nos ados à s'informer plutôt à horaire fixe sur des médias mainstream. Par exemple, voilà, en ce moment, il y a la guerre en Ukraine, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe, de comprendre, etc. Regardons le journal télévisé, par exemple, ou voilà, lisons des journaux, mais de la même manière qu'on ne mange pas toute la journée, on ne grignote pas toute la journée à n'importe quelle heure, et ben, on ne s'informe pas à n'importe quelle heure, à tout moment, entre deux cours, avant d'entrer en contrôle de maths. Voilà, on ne regarde pas son smartphone avec les sites d'information en continu sur la guerre en Ukraine parce que c'est extrêmement émotionnel et que du coup, voilà, c'est quelque chose qui va nous mettre en difficulté. Donc, essayons de raisonner l'accès à l'information. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais écouter vos questions, je vais simplement vous mettre, hop, voilà, je vous mets la diapo du coup avec les références, si vous voulez aller voir le site 36912.org où vous trouverez un grand nombre d'informations, vous trouverez également des affiches que je dois avoir là en téléchargement gratuit que vous pouvez donc imprimer. Donc les affiches en couleur plus pastel, c'est pour les enfants plus jeunes, les affiches en couleur plus vive, ça concerne plutôt les pré-ados, le début de l'adolescence. Et puis la précédente que je vous montrais, c'est les recommandations voilà, par an. Voilà, et je vais écouter vos questions si vous en avez, je suppose que oui. Oui, bonsoir à tous. Donc, je vais synthétiser un petit peu les questions. Il y a déjà eu quelques questions posées en tout début d'intervention, mais auxquelles vous avez, je pense, essentiellement répondu. La première, c'est le pourquoi le nom de cette association 36912. Vous avez dit que ça correspondait aux différentes grandes étapes du développement de l'enfant. Également, une question sur le temps passé aux jeux vidéo. Est-ce que c'est considéré comme du temps sur un écran interactif? Je pense que c'est le cas. Et vous aviez également donné des recommandations. Donc, voilà, je pense que ces questions sont globalement déjà ont été répondues. Il y a une question sur le droit à l'image. Alors, une question qui, a priori, relève plus du droit. Est-ce que le droit à l'image est-il international ou parle-t-on du droit à l'image en France? Oui, merci de cette question à laquelle je ne sais pas répondre. En Oui. France, en tout cas, voilà. Oui, j'ai fait une rapide recherche. Il me semble que Merci. Ça varie beaucoup en fonction des pays. On est très sensibilisé à ça, évidemment, à Singapour, puisque ce droit à l'image est très strict. Donc voilà, je pense que même si la notion doit exister dans la majeure partie des pays, il varie. Voilà. Mais c'est une question juridique. Je pense que ce n'est pas vraiment à vous. Une recherche rapide sur Internet pourra y répondre. Voilà, on attend toujours d'autres questions pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, chers parents, à poser vos questions. Peut-être que vous pourriez vous l'aviez fait précédemment lundi dernier, mais tout le monde n'était pas là, nous expliquer peut-être plus largement ce que vous faites au sein de l'association. Oui, donc alors c'est une association qui a été créée pour effectivement relayer les balises 36912 proposées par Serge Tisseron, mais au-delà, en fait, on est un groupe de professionnels qui sont essentiellement issus des domaines pédopsychiatrie, psychologie de l'enfant, éducation, et donc on a une veille absolument constante sur toutes les publications sur les écrans. Nous-mêmes, on fait un certain nombre de publications. On a aussi conduit des programmes de recherche sur la question des effets des écrans dans
avec des questions un peu précises. Et on fait du coup pas mal de formation et d'information et de prévention. Donc, on fait beaucoup de conférences auprès des parents ou des établissements scolaires, et puis des formations pour des professionnels de l'enfance en particulier, voilà, qui peuvent entrer en difficulté sur les écrans. On fait aussi des interventions dans les établissements scolaires auprès des élèves. Voilà, donc on a toute cette activité finalement. On a une newsletter, donc si vous allez sur le site, vous pouvez vous y abonner gratuitement. Et dans cette newsletter, on prend des sujets un petit peu d'actualité sur la question des écrans, ou s'il y a des nouvelles publications, on fait un petit peu voilà, on en donne l'essentiel. Voilà, donc il y a aussi une rubrique dans notre newsletter, il y a une rubrique jeux vidéo qui est faite par un psychologue suisse qui est spécialisé dans les jeux vidéo, et donc qui va pouvoir en quelque sorte donner une critique de nouveaux jeux vidéo qui sortent, en disant finalement s'ils sont intéressants, pour quelle tranche d'âge ou pas, parce que encore une fois, tout n'est pas à mettre dans le même panier dans le cadre des jeux vidéo. Il y a vraiment des choses intéressantes auxquelles on peut encourager les enfants à jouer, tout en étant toujours assez cadrant sur le temps, mais voilà. Et puis, il y a d'autres jeux vidéo sur lesquels on peut considérer qu'il y a un peu de perte de temps quand même. Donc, être informé quand on est parent de quels sont les supports intéressants, c'est toujours bien. Voilà, donc on a cette rubrique systématique dans la newsletter. Les newsletters précédentes, vous pouvez les retrouver dans la partie blog du site, et si vous vous abonnez gratuitement, vous les recevrez du coup voilà, sur votre mail. Très bien, merci. Alors, nous avons des questions. Alors, une première question qui est que dire à un enfant qui a été exposé à des images inappropriées? Alors, que dire? Déjà, lui proposer d'en parler, c'est-à-dire donc un enfant qui a été, je ne sais pas du coup exactement quel est le contexte, j'imagine un enfant qui aurait vu des images inappropriées, peut-être très ultra violentes ou pornographiques, et qui vient en parler du coup à un adulte, parce que sinon vous ne le savez pas. Donc s'il vient vous en parler, la première question à lui poser, c'est déjà de lui dire oui, c'est des choses qui peuvent arriver, ça n'est pas de ta faute. Ça n'est pas de ta faute. Voilà, ça peut arriver à tout le monde en allant sur Internet de trouver des images qu'on n'aurait pas souhaité voir. Donc, ça n'est pas de ta faute. Bon, maintenant, c'est arrivé et apparemment, tu as envie d'en parler. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ça? Donc, faire parler l'enfant sur ce qu'il a ressenti, sur ses émotions. Et ensuite, effectivement, en fonction du type d'image, on va pouvoir, une fois qu'il a pu exprimer ses émotions et une fois que vous l'avez écouté de façon avec empathie, et bien dans un second temps, on va pouvoir avoir un discours un peu plus éducatif, hein, c'est-à-dire si ce sont des images pornographiques, effectivement pouvoir dire écoute, ça, voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui peut se passer entre des adultes qui sont d'accord, hein, pour faire ça ensemble. Mais là, tu es un peu trop petit, effectivement, pour pouvoir imaginer ou voir ce genre de choses. Mais tu verras quand tu seras plus grand. Mais ce n'est pas non plus forcément comme ça que ça se passe, les relations entre les adultes. Voilà, ça, c'est des images qui sont données sur Internet. La réalité, ce n'est pas tout à fait ça, etc. Donc, par rapport aux images pornographiques, remettre de la réalité, remettre la question de l'âge, hein, c'est-à-dire, effectivement, c'est très bien d'être venu m'en parler parce que effectivement, c'est des images qui ne sont pas destinées à des enfants de ton âge. Et donc, je comprends que ça a été difficile pour toi de voir ce genre de choses. Donc, à la fois, remettre la réalité du point de vue de l'âge et remettre la réalité du point de vue de une image, c'est ce que je disais lundi. Qu'on parle de la pornographie, qu'on parle de quelque sorte d'image que ce soit, une image, c'est toujours un mensonge. C'est toujours une fabrication. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à inculquer à nos enfants. Et que dire à un enfant qui a vu des images inappropriées? C'est ça aussi. C'est-à-dire les images, elles mentent toujours. Les images, elles racontent jamais la réalité. Les images, elles sont là pour produire un effet. C'est un montage particulier, c'est une prise de vue particulière, c'est une mise en scène particulière. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'encourager les enfants à fabriquer leurs propres images, parce que quand ils fabriquent leurs propres images, ils font l'expérience du fait que l'image, c'est vraiment purement une fabrication. Et on a beaucoup plus de distance par rapport aux images quand on a cette conscience aiguë du fait que l'image, c'est une fabrication, c'est un mensonge. Et dans ce cas-là,
ben voilà, ça me permet de relativiser et de mettre de la distance entre l'image et moi. Très bien, merci. Alors, il y avait également une question sur comment assurer une veille optimale par rapport au cyberharcèlement. Et est-ce qu'il faut vérifier le contenu du portable et l'historique d'Internet? Donc voilà, une surveillance finalement accrue de ce que font leurs enfants. Alors, là aussi, hein, j'en reviens à des conseils qui sont des conseils de l'ancien monde. La meilleure prévention, en vrai, c'est la communication qu'on a avec ses enfants. Je ne préconiserai jamais d'aller vérifier par soi-même ce que font ses enfants sur Internet ou sur les réseaux sociaux. D'abord parce qu'à partir du moment où on fait ça, c'est une rupture du contrat de confiance. Et si c'est une rupture du contrat de confiance, eh ben cette rupture, elle aura des conséquences qui sont que le jeune ne nous fera plus non plus confiance pour venir nous parler du moment où il se sentira vraiment en difficulté, etc. Donc, c'est vraiment se baser au maximum sur l'échange qu'on va pouvoir avoir, sur la communication qu'on va pouvoir garder au fil de l'adolescence. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Voilà, bon. À mon avis, la meilleure prévention, c'est celle-là. C'est de prévenir les enfants en amont, c'est-à-dire quand ils sont des préados, quand ils ne sont pas encore sur les réseaux sociaux. Bah voilà, peut-être l'année prochaine, quand tu seras au collège, il y aura un groupe WhatsApp de la classe. Parce qu'en général, ça commence comme ça. Tu sais, sur les groupes WhatsApp, des fois, les gens, ils écrivent beaucoup, puis des fois, ils écrivent n'importe quoi, puis des fois, ils disent des choses pas plaisantes, etc. Donc, vraiment, il faut pas accepter ça. C'est des choses qu'il ne faut pas accepter. Si ça arrive, c'est très important de venir nous en parler, etc. Si l'enfant est prévenu à 12 ans, 13 ans, un enfant qui commence à aller sur un groupe WhatsApp, si on lui a parlé de cette manière-là, il va venir nous dire s'il y a des choses difficiles. Et c'est une habitude qu'il va ensuite garder. Hein. Donc vraiment, la communication, elle est à établir très tôt, déjà en amont, c'est-à-dire pas attendre que le problème arrive pour se dire, ben voilà, c'est le moment où il faudrait en parler, mais anticiper les problèmes qui peuvent arriver en disant, ben, si ça t'arrive, parce que ça peut arriver, si ça t'arrive, c'est très important que tu viennes m'en parler ou que tu en parles à ton parrain ou que tu en parles à qui tu veux, mais en tout cas à un adulte. Voilà, de façon. Donc, la meilleure prévention, c'est celle-là. Quand on est dans la vérification, c'est qu'on est dans l'échec de la communication, en fait. Et malheureusement, la vérification, elle ne va pas venir arranger le problème. Et de plus, je rajouterai quelque chose qui est que la maîtrise absolue par la vérification, en vrai, c'est un leurre complet parce que vous allez avoir l'impression que vous avez eu accès, je ne sais pas moi, à la page de tel ou tel réseau social, etc. Sauf qu'il y a des réseaux sociaux dont vous ne connaissez même pas l'existence et sur lesquels sont vos enfants. Et ça vous échappe complètement parce qu'effectivement, ce n'est pas votre génération, ce n'est pas votre culture, etc. Et donc, moi, je disais, bon, alors maintenant, les jeunes sont de moins en moins sur Facebook, mais par le passé, on disait, ne soyez pas l'ami de vos enfants sur Facebook. Ça ne sert à rien. Leur page Facebook, si vous êtes l'ami de vos enfants, parce que les parents disaient, mais si je veux savoir ce qui se passe un peu, je me mets comme ami avec lui sur Facebook et comme ça, je suis les choses. Non, parce que la page Facebook, dans ce cas-là, elle sera nickel, mais il se passera des choses sur d'autres réseaux dont vous n'imaginez même pas l'existence. Donc, en vrai, la vérification, c'est toujours un leurre. Donc, vraiment, miser sur la communication au maximum. Très bien. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Alors, je vais y revenir parce qu'elle est assez longue. Il y avait une question sur lundi dernier sur l'équipement personnel finalement des élèves par l'école. Donc, on comprend bien qu'on est là pour parler des usages essentiellement récréatifs, mais est-ce que vous avez un avis sur la gestion justement d'écran par un établissement quand le matériel est ramené à la maison? Et finalement, est-ce qu'il y a des différences fondamentales dans la manière de gérer cet écran? Alors,
Donc, nous, effectivement, à 3-6-9-12, on considère qu'il faut surtout être attentif sur les usages récréatifs et les usages de loisirs. Encore une fois, on fait bien la différence entre usage de travail et usage de loisirs. Alors, vous allez me dire, n'empêche que ça fait écran plus écran, donc ça se rajoute. Ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est qu'effectivement, ça va venir. En fait, les journées n'ont que 24 heures. Hein, donc, tout le temps qui est passé sur des écrans sur ces 24 heures, il n'est pas passé à faire autre chose. Donc, si l'enfant, finalement, au lieu de travailler sur des livres, va travailler plutôt sur des écrans, et ben, effectivement, ça veut dire que finalement, ça se rajoute au temps d'écran global et que c'est important de veiller un petit peu à une alternance des activités, comme je vous l'ai dit. Donc, mais en même temps, on peut pas englober dans le temps d'écran qu'on va négocier, entre guillemets, avec nos enfants, le temps d'écran de travail, parce que le temps d'écran de travail, il y a certains jours, il va être plus important, d'autres, il va être moins important. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose qui leur est finalement demandé par l'établissement scolaire et voilà, ce n'est pas leur choix non plus. Donc, je pense qu'il faut bien différencier les deux. Il faut juste être attentif, effectivement. Alors, on n'a pas du tout parlé, par exemple, des effets sur la vue. Il y a des petites choses toutes simples. Plus on passe du temps devant les écrans, mais ça, c'est valable pour nous aussi, plus il faut toutes les 20 minutes, hein, c'est conseillé de prendre 30 secondes pour regarder loin de son écran, etc., pour des problèmes d'accommodation. Donc, par exemple, effectivement, si on rajoute du temps d'écran de travail à du temps d'écran récréatif, eh ben, on va être d'autant plus confronté à ce problème-là. Donc, il faut donner ces petits conseils tout simples aux enfants. Il y a la question du sommeil. On n'en a pas parlé non plus aujourd'hui, on en a parlé lundi. Attention à arrêter les écrans suffisamment longtemps avant l'heure du coucher. Hein. Donc, ça veut dire que si vos enfants passent quand même du temps d'écran en rentrant de l'école pour leurs devoirs, eh ben, peut-être que les jours d'école, effectivement, il vaut mieux diminuer le temps d'écran récréatif et puis réserver du temps d'écran récréatif pour les jours de week-end, par exemple, où ils ont moins de travail scolaire à faire sur les écrans. Donc voilà, ça, c'est un peu des questions de bon sens. Mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la question de l'écran, ce n'est pas seulement la question du temps, c'est aussi la question du contenu. Et encore une fois, on peut gagner son temps ou le perdre devant les écrans. Donc, sauf à penser qu'on perd son temps à faire du travail scolaire, on ne perd pas son temps quand on fait du travail scolaire sur des écrans. Voilà, donc c'est vraiment deux choses assez différentes. Mais je comprends que ça soit une question, effectivement, ce cumul du temps d'écran et des effets, du coup. Il y a aussi une réalité hein, qui est que plus les enfants passent du temps sur les écrans et moins ils en passent à faire de l'activité physique. Ça, les pédiatres alertent beaucoup, par exemple, sur cette question hein, et sur les questions de surpoids, notamment à l'adolescence, etc., qui sont liées à un manque d'activité physique. Il y a eu, pendant les 2 années là, de crise Covid, où tout le monde, hein, ça ne concernait pas que les enfants et les adolescents, les adultes aussi, où tout le monde a été beaucoup immobilisé à la maison et devant les écrans, effectivement, des prises de poids importantes. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut être vigilant. Mais en tout cas, ça n'a pas, entre guillemets, la même valeur, le temps qu'on passe sur les écrans pour travailler et le temps qu'on passe sur les écrans pour se distraire. Alors, il y a encore peut-être, si vous avez encore un petit peu de temps, deux questions. Alors, il y a une question qui concerne un questionnement en fait sur les différences de génération entre le fait que les jeunes aujourd'hui semblent faire une différence entre justement le jeu, ce monde virtuel et la réalité, notamment la violence. Voilà, ces jeux où on tue un nombre de personnes impressionnant au cours du jeu. Et nous, adultes, qui sommes peut-être plus à comparer à la réalité. Et finalement, la question est de savoir quel discours avoir pour faire part également de notre avis, de notre point de vue, quand justement nous n'avons pas grandi dans le même contexte de monde virtuel. Alors, deux points. D'abord, effectivement, sur la différence entre virtuel et réalité, les enfants, les ados sont très, 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 très au clair avec ça. Il n'y a pas de sauf pathologie psychique particulière, mais sinon,
enfin voilà, ils font très bien la différence. Et effectivement, tuer des bonhommes sur GTA, c'est pas parce qu'on tue des bonhommes sur GTA que voilà, on est en risque. Encore une fois, sauf voilà, situation vraiment psychiatrique particulière, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on fait ça sur un jeu vidéo que on pourrait confondre et faire la même chose dans la cour de récréation. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que, ça j'en parlais aussi lundi, on est très attentif, nous, à la question du développement des capacités d'empathie chez les enfants. Et effectivement, on sait que, par exemple, une consommation excessive d'écran, notamment chez les tout-petits, va nuire au développement des capacités d'empathie chez les enfants. Et donc ça, sans avoir dans l'idée que les enfants vont confondre ce qu'ils font sur les écrans et ce qu'ils font dans la réalité, mais en tout cas, ce frein au développement des capacités d'empathie chez certains enfants qui passent trop de temps devant les écrans peut avoir une répercussion sur la violence en milieu scolaire, par exemple. Voilà. Mais c'est pas, comment dire, le lien n'est pas direct parce que je fais ça sur le jeu vidéo, alors je le refais. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement clair pour eux. Après, moi, je pense que c'est extrêmement… les différences générationnelles, c'est vraiment une richesse dans une famille. Et donc, c'est important de miser sur cette richesse. Donc, effectivement, les jeunes d'aujourd'hui, on peut dire, sont dans une culture des écrans, une culture du numérique, là où, en tout cas certains d'entre nous, ça dépend de l'âge des parents ici présents, nous avons plutôt grandi finalement dans une culture du livre. Ce qui est intéressant, c'est la complémentarité finalement entre ces deux cultures. Chacune de ces cultures a des avantages et des inconvénients. On a tendance à penser que voilà, la culture du livre, comme c'est effectivement intellectuellement très valorisé, etc., ça n'aurait comme ça que des avantages. Mais non, ce n'est pas tout à fait vrai. La culture du livre, c'est aussi, comment dire… c'est aussi la culture d'un enseignement extrêmement vertical où quelqu'un détient le savoir et va le répercuter sur les autres. Alors qu'aujourd'hui, dans les pratiques numériques, par exemple, il y a quelque chose d'un partage horizontal des savoirs. Et ça, par exemple, c'est très intéressant. Donc, ces deux cultures qui sont effectivement très en complémentarité, il y a des avantages et des inconvénients dans chacune d'entre elles. Et je pense que c'est important de montrer aussi à nos enfants la richesse de la culture dans laquelle nous avons grandi et qui reste finalement partiellement la nôtre, parce qu'on a aussi en partie basculé sur la culture numérique, etc. Mais on a gardé la richesse de la culture du livre dans laquelle on a grandi. Donc, c'est intéressant de pouvoir leur montrer cette complémentarité. Et la culture du livre, elle donne des repères en termes notamment en termes de narration, en termes de temporalité, qui sont vraiment très importants pour ne pas se perdre et se noyer dans la culture numérique, par exemple. Donc, tout ça, c'est complémentaire et c'est important de faire valoir ça auprès de nos enfants et de partager ça avec eux. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux, ils y sont sensibles. Ça veut dire, si on veut partager des choses de ce qu'on considère être notre propre culture générationnelle avec eux, ça veut dire aussi être sensible, accepter qu'eux partagent des choses de leur propre culture avec nous et pas juste leur dire « Ah non, mais ça, moi, les jeux vidéo, tu vois, ça ne m'intéresse pas ». Non, les jeux vidéo, il y a des trucs super intéressants et ils ont plein de choses à vous apprendre là-dessus. Donc, ça veut dire aussi être en capacité de se mettre à l'écoute de ce qu'eux, ils ont à nous apporter sur des choses qu'ils connaissent et dont on n'a même pas idée, en fait. Voilà. Très bien. Alors, pour conclure, peut-être, car je pense que nous arrivons au terme du temps qui était prévu, il y a eu plusieurs questions pour savoir si l'IFS envisage des interventions de Madame Clément auprès des élèves. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, nous sommes ravis de vos interventions et on espère, certainement, on va travailler à prolonger des actions directement envers les élèves. Je parle sous couvert peut-être de Monsieur Bayeul. Oui, bonsoir. Je vais compléter la réponse. Effectivement, à l'origine, et le travail que nous avons mené avec l'association 36912 était avec pour objectif de les faire venir à Singapour. Les conditions sanitaires n'ont pas permis de le faire cette année, puisque l'objectif, c'était aussi de programmer des interventions auprès des élèves et auprès des enseignants, en plus de ces interventions à destination de la communauté éducative. Donc, voilà, ça fait partie des projets. C'est en cours de mise en place auprès de l'IFS. Et je tiens aussi à rappeler que tout ce programme, ça s'intègre également dans le programme du CESC,
du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et à l'environnement maintenant, de l'IFS, où il y a une répartition et une progression dans tous ces enseignements qui viennent en complément aussi de ce qui se fait dans les enseignements, puisque vous avez notamment, plus particulièrement en EMC, éducation morale et civique, au niveau du collège et du lycée, tout un travail autour de l'esprit critique, de l'utilisation des outils numériques, tout ce travail-là qui est également développé avec les enseignants documentalistes dès la 6e sur l'analyse de l'information, justement l'origine, les sources, comme le disait Madame Clément tout à l'heure. Donc, il y a tout ce travail-là qui s'organise et qui se construit progressivement, puisque effectivement, je voyais les questions, on peut évoquer les différentes jungles avec les élèves, mais il y a des différentes étapes aussi dans le développement et dans la progression des élèves, et tout ce travail sera mené en lien avec donc Monsieur Pérez aussi, qui travaille en tant que référent numérique, et c'est auprès des collègues aussi, pour poursuivre ces interventions et les déployer aussi auprès de certains niveaux d'élèves les plus ciblés au regard des besoins identifiés dans l'établissement. Voilà ce que je peux dire actuellement. Merci en tout cas pour cette intervention, Madame Clément. Merci à vous pour de nous avoir invités. Et je rappelle également que les 2 interventions sont enregistrées et seront disponibles aussi sur la chaîne YouTube de l'établissement pour ceux puisqu'on nous l'a beaucoup demandé lundi. Là, j'ai vu qu'il y avait encore des questions là-dessus. Donc, voilà, c'est quelque chose d'important et n'hésitez pas à consulter et à revenir vers nous à ce sujet. Voilà. En ligne, merci. Mettre en ligne effectivement les 2 interventions de lundi et donc de ce soir sur le site du lycée. Donc, juste pour conclure, et parce qu'on est quand même aussi content de pouvoir reprendre des événements en présentiel, demain, on a la première de nos élèves de terminale de l'option théâtre qui donc, nous présenteront Le vent souffle sur Erzébeth, théâtre de Céline Delbecq. Un autre webinaire dans 2 semaines qui sera animé par des élèves de terminale également sur leur implication sur un projet écologique dans la région. Ce sera fort intéressant. Et encore du théâtre dans la même semaine avec les élèves de l'atelier théâtre cette fois-ci. Et le grand retour du concert de fin d'année qui était un grand rendez-vous de l'IFS, donc le lundi 13. Voilà, je ne prends pas plus de temps, je vous laisse aller dîner. Très bonne soirée à tous et déjeuner pour vous, Madame Clément. Très bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça y est. Ça y est. Personne. C'est un peu long. C'était un petit peu long. Oui. Mais il y avait encore plus de monde que lundi, en fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a plus de monde. Je pense que, comme les ados sont peut-être plus directement touchés par l'utilisation, en tout cas dans le présent. En tout cas, c'est ce qu'on imagine, oui. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Ouais. Et surtout dans le contexte singapourien où ils ont tous un téléphone avant la 10e, je pense. Mais voilà, ça permet de recadrer les choses. Après, il y a peu de questions, mais par contre, il y a beaucoup de commentaires et beaucoup d'échos, parce que là, il y a certains parents qui ont fait des commentaires
sont contents d'avoir des informations. Donc, c'était aussi l'objectif. Et effectivement, la question d'intervention auprès des élèves, ça fait partie des projets pour l'année prochaine, effectivement. En tout cas, de notre côté, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir vous accueillir pour le faire en présentiel parce que ça n'aurait pas le même écho, je pense. Oui. Et déjà, on a déjà un très bon retour. Effectivement, ça pourrait être très, très instructif. Et auprès des élèves également, évidemment. Enfin, de certains élèves, parce que c'est pas toujours adapté. On en reparlera, oui, bien sûr. Ok. Bon, écoutez, c'était pas trop. Au début, j'ai repris un peu, mais je me suis dit après, peut-être, je sais pas, peut-être c'était un peu long. Bon. Non, mais comme je disais, il y avait beaucoup de personnes qui, quand j'ai vu la liste, n'étaient pas là lundi. Donc, je pense que c'était pas mal d'avoir un petit petite remise en perspective. Donc, non, je pense que c'était… Non, c'était très bien. C'était assez rapide, la première partie, de toute façon. Et puis, il fallait quand même reposer les bases, je dirais, de la réflexion, parce que sinon, c'est un petit peu… ce serait un peu déconnecté. Ok, bon. Et il y avait plus de personnel que la semaine dernière. Oui, j'ai vu, oui. Ouais. Beaucoup plus de personnel. Donc, est-ce que c'est le bouche à oreille de lundi? C'est possible. Il y a des gens qui étaient déjà là lundi et qui se sont reconnectés aussi. Après, en tout cas, j'ai reconnu des collègues qui sont directement concernés en tant que parents aussi, par rapport à l'âge de l'enfant. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi, au-delà du bouche à oreille. Je pense que, mais pareil, lundi, j'ai vu des collègues qui avaient des enfants plus jeunes qui étaient connectés. C'est vrai que c'était plus en tant que parent. En tout cas, vous arrivez à mobiliser pas mal de monde, hein, parce que c'est pas toujours… Enfin voilà, sur les visios, c'est pas toujours si évident. Oui, c'est ça. Après, on a quand même 3300 par an. Donc, si on en a eu 200 sur les deux interventions, c'est peu. Je sais aussi qu'il y a des familles qui étaient connectées avec plusieurs personnes derrière. Donc, voilà, c'est aussi ce côté-là. Mais oui, si on est content parce que c'est aussi une demande de la part des parents d'avoir ce type d'intervention sur des sujets comme celui-ci. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir leur apporter quelques réponses. Et honnêtement, on n'arrive pas toujours à avoir la qualité escomptée ou alors ça ne correspond pas forcément à ce qu'on attendait. Donc, là, effectivement, par rapport à nos attentes, et là, je pense que M. Pérez, et par rapport aux questions qu'on avait des parents, je pense que ça correspond à ce qu'on attendait. Et c'est ce que je disais, très instructif, mais en même temps, pas moralisateur. Parce que ça nous est déjà arrivé dernièrement d'avoir un petit peu le côté moralisateur et qui, pour les parents, n'est pas du tout très bien perçu, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, l'éducation des enfants, c'est… Et pas culpabilisateur non plus, parce que voilà, je pense que ça donne des repères et voilà, après ça donne des pistes qu'il faut explorer et peut-être des façons d'interagir avec ses enfants. Voilà, je pense que ça correspond vraiment à des besoins et des questions que les parents se posent au quotidien. Ok, bon, bah écoutez, super, si ça a bien correspondu, tant mieux. Voilà, Merci en tout cas. Merci à vous. On reviendra vers vous pour voir qu'est-ce qu'on peut programmer pour l'année prochaine, intervention avec des enseignants, des élèves, peut-être d'autres conférences. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que tout le monde était très… Voilà. Bon, bah, merci à vous.